Bienvenue à tout le monde. Donc, comme je le disais en introduction, donc pour les derniers arrivants, on va commencer le webinaire autour de la solution CrashPlan proposée par l'éditeur Code42. Donc, la présentation va se dérouler en deux étapes. Donc, une présentation d'abord plus axée PowerPoint pour très rapidement présenter Cerberus, puis dans un second temps présenter la solution. Ce qui va suivre ensuite cette présentation PowerPoint, c'est directement la présentation des différentes interfaces que l'on peut retrouver tant d'un point de vue poste client que d'un point de vue, on va dire, console d'administration. Donc déjà, Cerberus, on est un distributeur à valeur ajoutée. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on travaille qu'en mode indirect, donc on ne travaille jamais avec des clients finaux, on travaille qu'avec des revendeurs, des intégrateurs, et le fait ce qui nous différencie, on va dire, d'un distributeur un peu plus classique, c'est le fait que justement on a la valeur ajoutée, et la valeur ajoutée, ça veut dire tout simplement avoir l'expertise des solutions que l'on propose et que l'on vend. Donc à partir de là, lorsque un client est intéressé par CrashPlan, on sera capable, s'il le souhaite, de l'accompagner dans la mise en œuvre, sur la configuration, et également on pourra assurer le support de niveau 1 et 2, donc tout ça bien entendu en français, parce qu'à savoir Code42 est un éditeur américain. Ceci étant dit, pour tout ce qui est escalade après niveau 3, etc., effectivement on bascule directement avec l'éditeur qui se situe aux US. Donc Cerberus, on a, on va dire, plusieurs spécialités. Les trois grandes spécialités, c'est d'une part tout ce qui est solution de sauvegarde. Deuxièmement, c'est tout ce qui va toucher à ce qu'on appelle le travail collaboratif, donc que ce soit sur les salles de réunion, la visioconférence, l'accès physique et logique au bâtiment, donc toute cette partie-là. Et la dernière grande partie où on a une expertise, c'est tout ce qu'on appelle la gestion des identités et des accès, et c'est ce qui reprend de manière, je veux dire, au niveau des noms, c'est tout ce qui correspond au projet d'IAM. Maintenant, faisons un focus un peu plus sur ce qui nous intéresse, sur le produit CrashPlan. Donc CrashPlan est une solution proposée par l'éditeur Code42 qui se différencie en étant une solution de sauvegarde de fichiers plats. Donc déjà, premier élément qu'il faut bien savoir sur cette solution, c'est que c'est une solution de sauvegarde de fichiers plats. Alors, qu'est-ce que sont les fichiers plats? Donc les fichiers plats, c'est tout ce qui ne va pas être des fichiers système qui, on va dire, nécessitent et sont consommés de manière systématique et permanente par le système. Donc un fichier plat, ça va être par exemple un fichier AutoCAD, un fichier Word, un fichier Excel, n'importe quel type de document qu'à un moment T, on enregistre et lorsqu'on ne revient pas dessus, bah, ça reste un document, je dirais, sans modification. Les avantages de la solution, donc, c'est d'une part qu'elle est multiplateforme, c'est-à-dire que vous ayez un post Windows, que vous soyez sous Mac ou encore sur les environnements Linux, Unix, vous aurez la possibilité de sauvegarder toutes vos informations. L'élément également qu'il faut signaler et qui n'est pas indiqué ici, c'est également la possibilité de sauvegarder vos informations également présents sur tout ce qui est éléments de mobilité. Donc j'entends par là tout ce qui est tablette Android, tout ce qui peut être iPad, etc. Donc à partir de là, vous allez avoir également la possibilité de sauvegarder les documents, les informations présentes sur ces tablettes ou sur ces téléphones directement, comme si vous faisiez une sauvegarde depuis une workstation, depuis un poste de travail. Ensuite, l'idée, c'est également de pouvoir sauvegarder ça de manière continue, c'est-à-dire, par exemple, toutes les minutes, toutes les 30 secondes, on va pouvoir directement capter et sauvegarder l'information. Le troisième élément est plus un élément sécuritaire, et là l'idée étant de dire, bah voilà, j'ai effectivement quelques données sensibles, l'idée étant de pouvoir crypter ces données lors de la sauvegarde, de manière à ce que, bah, si toutefois ça tombait entre de mauvaises mains, ou on arrivait à accéder à ces données-là, elles soient totalement cryptées par CrashPlan, et à partir de là, totalement impossible à restaurer, si ce n'est par les personnes qui ont configuré et mis en place l'infrastructure CrashPlan. L'idée également, c'est, avec, on va dire, le terme qui est à la mode, le cloud par-ci, le cloud par-là, je dirais qu'aujourd'hui, on va mettre à disposition du client le fonctionnement qu'il veut. Ce que j'entends par là, c'est tout simplement, on va dissocier trois types de configurations possibles. Donc d'une part, la possibilité d'installer la solution en cloud, alors
en solution on-premise, donc on-site, donc directement vous installez les serveurs CrashPlan chez vous. Deuxième solution, ça va être la possibilité de configurer un cloud privé, donc à partir de là, soit vous avez un espace dans un data center, soit vous avez des espaces de stockage chez Microsoft ou Amazon ou chez un autre hébergeur qui pourrait avoir qui proposerait ce type de service. Ou troisième solution, là on retombe plus dans un schéma classique tel qu'on peut rencontrer chez les grandes noms tels Microsoft ou Google, c'est directement la possibilité de sauvegarder les informations chez Code42. Alors à savoir que la partie sauvegarde de ces informations-là, les serveurs sont situés aux US. Donc je dirais que pour nous Européens, et plus précisément pour nous Français, c'est beaucoup moins pertinent de partir vers cette solution-là, et ça occasionne un peu plus de latence parce qu'il n'y a pas de data center de stockage au niveau Europe à ce jour. L'autre point très fort du produit, c'est la possibilité d'avoir une sauvegarde multisite. Donc multisite, on peut le voir à plusieurs façons. On peut très bien définir plusieurs points de stockage. Ceci étant dit, il y a d'autres possibilités, avec la possibilité, par exemple, si un utilisateur possède 2 postes de travail, de pouvoir sauvegarder la solution vers les autres postes de travail directement. Ce qui voudra dire qu'on se retrouvera de ce fait avec une sauvegarde directement sur les postes de travail, de manière à ce que s'il y en a un qui, pour X raison, ait un problème, c'est soit sauvegardé sur le deuxième poste de travail. Alors après multidestination, là on a évoqué 2 possibilités, enfin je dirais jusqu'à 2 points de montage, on peut aller jusqu'à 3, 4, 5, autant qu'on veut, je veux dire, il n'y a pas de limitation à ce niveau-là. Et on peut bien entendu mixer la partie la partie cloud privé par exemple et la partie poste de travail. Donc après on peut mixer également le type de sauvegarde que l'on va appliquer. Donc le point fort de la partie CrashPlan, c'est également la partie multiplateforme. Donc je l'ai rapidement évoqué tout à l'heure. Là pour vous donner un peu plus d'exemples de compatibilité, vous retrouvez les compatibilités aujourd'hui possibles avec la partie CrashPlan. Donc à savoir que ce soit d'un point de vue installation du serveur, on est capable de l'installer sur les 3 types, on va dire d'OS, que ce soit du Mac, Windows et Linux. Et sur la partie, je dirais, la sauvegarde des postes clients, on est compatible également de Mac jusqu'à la partie Linux en passant par Windows, et également tout ce qui est mobile. Et à savoir, ce qui diffère peut-être un petit peu des autres solutions, c'est qu'on est compatible avec Android, iOS et Windows Phone. Donc à partir de là, on est capable de couvrir, je vais pas dire l'intégralité parce que ce serait faux, parce qu'aujourd'hui on n'est pas capable de couvrir les BlackBerry, qui sont un système encore un peu différent, mais on est capable en tout cas de couvrir une grande partie des smartphones présents sur le marché. Donc après au niveau sauvegarde, donc ce qui est très intéressant, et je dirais ce qu'on attend d'une solution de sauvegarde, c'est pas forcément de faire régulièrement une sauvegarde intégrale, mais c'est de faire une sauvegarde qu'on appelle par bloc, ou alors l'autre nom qu'on peut voir sur ce type de sauvegarde, c'est ce qu'on appelle les sauvegardes différentielles, de manière à optimiser un maximum les temps de sauvegarde, la bande passante et tout ce qui va avec. De la même façon, la partie restauration des données, ce qui est important de savoir, c'est que ça peut être, enfin l'utilisateur va être à même de pouvoir restaurer lui-même ses données. Donc à partir de là, il y a un client qui est déployé sur les postes de travail, et à partir de là, l'utilisateur va pouvoir restaurer les informations qu'il souhaite. Bien entendu, le point très intéressant et très important, c'est qu'il va pouvoir choisir également le niveau de version qu'il restaure. Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc la partie sauvegarde multidestination, donc je l'ai évoqué tout à l'heure, donc il n'y a pas tellement d'autres éléments à rajouter, si ce n'est la possibilité donc de définir des espaces de stockage locaux sur un autre ordinateur. Par exemple, on a des clients qui font un stockage professionnel et qui enregistrent eux-mêmes ce même stockage sur un poste client chez eux, pour plus de sécurité. Et le dernier point de stockage possible, c'est tout ce qui est en ligne. Donc que ce soit directement chez CrashPlan, là encore, comme je l'ai dit, c'est aux US, donc c'est pas forcément très intéressant. Ceci étant dit, possibilité d'utiliser un cloud privé. D'un point de vue administration, donc là aussi c'est très intéressant, on a donc tout ce qui est rattaché à la gestion des profils, donc la possibilité, donc là je vais plus me placer dans, on va dire, dans l'impôt d'un revendeur, et la possibilité d'avoir un mode MSP, donc tout simplement pouvoir proposer directement
à ses clients et de pouvoir gérer de manière totalement autonome les licences qu'il attribue aux utilisateurs. Donc à partir de là, il va pouvoir définir des organisations différentes qui sont techniquement rattachées à des clients, et il va pouvoir, avec la même console d'administration, de ce fait gérer plusieurs clients et pouvoir adresser un certain nombre de licences aux utilisateurs en fonction des clients. L'autre avantage, c'est également la partie intégration à tout ce qui est Active Directory, serveur LDAP, et donc tout ce qui est rattaché, on va dire, au monde des annuaires d'entreprise. Et à partir de là, vous allez pouvoir définir donc des rôles spécifiques, donc dire voilà, telle personne est administrateur de sa sauvegarde, telle personne est un utilisateur, donc va pouvoir utiliser l'outil de sauvegarde, telle personne va faire uniquement de l'analyse pour avoir les statistiques de sauvegarde et de restauration. Donc à partir de là, tout ce qui est notion de rôle avec privilège est également directement intégré au niveau de l'outil. Avec la possibilité bien entendu d'afficher des graphiques pour pouvoir justement avoir des indicateurs sur comment utiliser la solution, avoir des indicateurs sur le stockage restant, sur le prévisionnel, etc., etc. Après, ce qui est également important sur ces solutions qui restent quand même à destination des utilisateurs, c'est d'avoir une console utilisateur intuitive, simple d'utilisation, et où l'utilisateur, lorsqu'il veut faire une action dessus, ne soit pas perdu et puisse facilement soit sauvegarder, soit forcément restaurer l'information. Bien entendu, lorsqu'on met à disposition des solutions à des utilisateurs, on a tous peut-être en tête un utilisateur qui a peut-être un peu plus de mal avec l'informatique. Donc là, pas de panique, il y a possibilité de forcer tout ce qui est paramétrage de manière à déployer, donc via GPO, via un autre outil de déploiement, la solution, de manière à ce qu'elle soit totalement préenregistrée, préconfigurée, de manière à ce que pour l'utilisateur, il ait uniquement la partie sauvegarde et restauration qui puisse, on va dire, affiner. Et encore, cela reste, je veux dire, à configurer. On pourrait très bien absolument tout fixer et laisser uniquement la partie restauration. Côté configuration, au niveau de cette sauvegarde et de cette restauration-là, on a quand même pas mal de possibilités. Donc, on retrouve, on va dire, ce qu'on retrouve de manière classique. Donc, tout simplement choisir quelles informations l'on sauvegarde, quelle est la fréquence des versionning que l'on veut garder, sur combien de temps, est-ce que ça se compte en mois, en année, donc par exemple garder 3 versions par an, garder 5 versions par semaine, donc à partir de là on peut jauger facilement le nombre de versions que l'on veut garder. On définit également le temps, on va dire le temps de latence entre chaque sauvegarde. Est-ce que je fais une sauvegarde journalière? Est-ce que je fais une sauvegarde tout simplement chaque heure? Donc à partir de là, tous ces éléments sont, on a la possibilité de sauvegarder tous ces éléments. L'autre élément aussi très important et les considérations importantes à prendre en compte lorsqu'on fait de la sauvegarde, c'est quel type de fichier je souhaite exclure de ma sauvegarde, parce que bien entendu l'espace de stockage, la bande passante, tout ça faut y réfléchir, et forcément lorsqu'on sauvegarde un fichier Word de quelques kilos comparé par exemple à un fichier ISO ou à une vidéo ou encore un fichier on va dire beaucoup plus volumineux, bien entendu tout ça faut le prendre en compte, et à partir de là on va pouvoir directement inclure ou exclure des extensions bien définies de manière à assurer un minimum de corrélation entre la bande passante que je possède et ce que je veux vraiment sauvegarder. Bien entendu, avec tout ça, on a l'historique de tout ce qui se passe au niveau du post client qui est remonté au niveau du serveur. Donc à partir de là, on pourra facilement mettre en relation les sauvegardes qui ont été faites avec les restaurations qui ont été faites, et éventuellement les pertes de documents, si jamais il y a perte de documents. Les deux points très intéressants, et là où le produit est très fort également au niveau de cette configuration-là, c'est que d'une part, en fonction de la bande passante que vous avez, on est capable d'ajuster un minimum ou un maximum, enfin les seuils mis à disposition pour la sauvegarde au niveau de cette bande passante. Par exemple, j'autorise uniquement 20% de la bande passante pour la partie sauvegarde, et à partir de là, l'outil va se débrouiller pour utiliser uniquement 20% de la bande passante. De la même façon, l'autre point très important et très intéressant lorsqu'on parle de sauvegarde, c'est tout ce qui concerne les fichiers supprimés. Donc aujourd'hui, un utilisateur supprime un fichier au niveau de son poste utilisateur. La question est de se poser, est-ce qu'au niveau de l'outil de sauvegarde, je conserve ce fichier, ou est-ce qu'alors je le supprime également? Donc tout ça, c'est des paramétrages que vous avez la possibilité d'affiner, d'ajuster en fonction des utilisateurs, en fonction des organisations.
Donc pour parler un petit peu et rapidement en référence, donc Code42, ça reste, on va dire, un éditeur qui est présent au niveau international, donc comme le monde ses chiffres, hein. C'est une société qui a quand même beaucoup d'expérience dans ce domaine-là puisqu'elle a été fondée en 2001. Elle représente, on va dire, 400 employés au travers du monde, donc que ce soit sur la partie asiatique, Amérique ou Europe. D'un point de vue un peu plus local, si on regarde de nos références françaises, on a la Chambre de métiers de l'artisanat qui utilise énormément la solution, et on a également le CNRS. Voilà pour la partie, on va dire, les quelques références qu'on affiche, on en a, on va dire, dans tous les domaines d'activité, donc après n'hésitez pas à nous poser 2-3 questions si cette partie est importante. Concernant la suite, si vous voulez aller plus loin, bien entendu, après je vais passer en mode démonstration de la solution. Votre interlocuteur pour cette, enfin on va dire pour la suite, si vous souhaitez plus d'informations, sera Elias Yadel, et on pourra vous communiquer ses coordonnées. On sera un plaisir de vous communiquer ces coordonnées. Donc je vais enlever la partie muette des microphones si jamais vous avez des questions avant qu'on passe sur la partie démonstration sur maquette. Donc là, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors est-ce que c'est tout bon pour tout le monde ou est-ce qu'il y a des questions? Oui. Il y a des questions. Je vous écoute. Oui, c'est Salomon. Vous avez parlé de la sauvegarde multisite. Oui. Par contre, sur cette sauvegarde multisite, vous parlez de sauvegarde de poste de travail. Sur poste de travail, pardon. Sauvegarde sur poste de travail. Oui. Et donc, vous sauvegardez sur un serveur précédemment, sur un cloud, sur quoi, pour faire le multisite sur un poste de travail. Et ne serait-il pas dangereux de faire une sauvegarde sur un poste de travail? Alors quel est l'avantage? C'est une très bonne question. Alors je dirais qu'après tout dépend de l'infrastructure que vous disposez. Effectivement, si vous avez une baie de stockage, bien entendu, je vous dirais allez vers cette baie de stockage. Après, typiquement, ce type de solution s'adresse autant à des TPE qu'à des PME, qu'à des grands comptes. Donc après, effectivement, un petit client qui a des données très, très sensibles, mais qui ne dispose pas d'une infrastructure informatique avec des stockage, etc., pour lui, ça peut être très intéressant d'avoir la solution de sauvegarde sur son poste directement de travail et d'avoir, je dirais, une sauvegarde sur un deuxième poste de travail. Souvent, ce qui se passe, on a des cas concrets, hein, souvent ce qui se passe, c'est qu'il sauvegarde en parallèle sur le poste chez lui, le poste de la maison. Donc effectivement, c'est pas ce qu'il y a de mieux en best practice, etc. Mais en tout cas, ça répond à une problématique des TPE, typiquement. D'accord, oui, parce que je me suis toujours opposé à une sauvegarde sur poste de travail. Alors, je suis exactement comme vous, je partage exactement cet avis-là. Après, je dirais tout dépend de la partie infrastructure et de ce que dispose la personne qui fait la sauvegarde. Mais bien entendu, après, l'idée, c'est d'avoir 2 baies de stockage qui sont sur des sites différents. Parce qu'on sait bien que le seul gros problème de la sauvegarde, c'est le jour où l'espace de stockage prend feu. On est d'accord là-dessus. Je ne vous le fais pas dire. Donc l'idée, c'est d'avoir la possibilité et la chance d'être multisite. Et là, effectivement, quelle est l'idée? Eh ben, c'est tout simplement de faire du multisite au niveau géographique. Une deuxième question. Quand vous dites que l'utilisateur, hormis le cas où il a fait une sauvegarde sur son poste de travail, quand vous dites que l'utilisateur peut restaurer ses données sur son poste, c'est les données qui sont sur son poste ou les données que l'administrateur a sauvegardées sur le serveur ou quoi? Pourquoi est-ce qu'il aurait la latitude, lui, de faire une restauration? Parce que tout simplement, voilà, je vais donner un exemple. Aujourd'hui, un utilisateur s'est étourdi, on le sait, ça peut arriver. Hein. Il oublie de sauvegarder des informations importantes. Pour X raison, le disque dur de son poste est endommagé, il perd les données. Il va pouvoir, lorsque son poste de travail va remarcher, se reconnecter à son compte, donc du coup à son profil sous lequel il a fait la sauvegarde, et à partir de là, restaurer les données manquantes, restaurer les données qui lui semblent importantes. Donc après l'administrateur peut très bien forcer la restauration de tout. Hein.
il dit bah voilà, moi je me Voilà, prends la tête, je reste. c'est la question que je voulais effectivement poser, la place de l'administrateur dans une structure où le end user peut faire une auto-restauration. C'est, je sais pas, le produit, il est dédié à qui exactement ce produit? Parce que là, je crois qu'il couvre un champ tellement large. Et s'il couvre un champ aussi large, comment est-ce que les différents profils l'utilisent? C'est-à-dire que la TPE, la PME et la grosse entreprise. Je dirais que ça, tout dépend de l'organisation interne de l'entreprise. Alors je sais que la réponse est assez vaste, mais dans les faits, c'est exactement ça en fait. Il y a des sociétés qui mettent à disposition directement, qui mettent au premier plan l'utilisateur. Donc à partir de là, c'est l'utilisateur qui va pouvoir restaurer à sa guise. Il y a des entreprises qui verrouillent tout ça, qui laissent pas le choix, et c'est directement plus au niveau de l'administrateur, et c'est un rôle un peu plus supérieur qui a la possibilité de faire de la restauration. Donc après, c'est en fonction des entreprises, il n'y a pas forcément de... Ce qui veut dire que ce produit peut... Je pose la question tout simplement parce que j'ai un éventail de prospects, mais je commence par les plus petits, à qui il manque effectivement souvent des solutions usitées par des grosses structures. Est-ce que ce produit correspond donc effectivement la plupart du temps au budget d'une TPE? D'un point de vue budget, c'est effectivement c'est pas quelque chose de très onéreux, hein. On n'est pas sur une solution. Alors après, pour tout ce qui est aspect commercial, je vous laisserai la chance de... Non mais ça je l'avais compris, c'est pour me situer dans une moyenne. Tous nous avons à peu près une idée de la trésorerie d'une TPE. C'est pour ça. Exactement, en tout cas on travaille avec des TME et des petites PME, donc effectivement ça rentre dans les clous. D'accord. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de passer un petit peu sur la partie interface, de manière à voir un petit peu les différentes consoles, d'accord. Donc là encore une fois ça va se passer en plusieurs étapes, donc je vais commencer sur la partie post-client, parce que là encore une fois l'idée c'est de mettre l'utilisateur au premier plan, d'accord. Ensuite je vais finir tout ça par la partie administrateur, et on regardera quelques consoles, je vous montrerai de manière globale comment ça se passe, et puis bien entendu on finira par les questions-réponses s'il y en a. Donc là, alors je vais faire comme j'ai fait lors de la début de la présentation, je vais tout mettre en mute pour éviter d'avoir des bruits de fond. Est-ce que vous pouvez juste me valider que vous voyez bien l'écran qui représente la console utilisateur? Oui, c'est bon, ça marche. Très bien. Bon. Alors, donc là, on se situe côté utilisateur. Donc là, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que je suis sur un utilisateur lambda qui s'appelle Alain. Voilà, à partir de là, je suis sur, j'ai une vue utilisateur. Voilà, c'est ce qu'il faut avoir. J'ai pas une vue administrateur, j'ai pas une vue administrateur fonctionnel. J'ai vraiment une vue utilisateur. À partir de là, premier onglet, sauvegarde. Donc à partir de là, l'utilisateur, bien entendu, on peut l'aiguiller encore une fois, on peut verrouiller, forcer, etc. les éléments. Là, je vous montre la latitude de l'outil et on va dire tout ce qui est possible de faire. Donc l'utilisateur ici va pouvoir tout simplement définir qu'est-ce qu'il sauvegarde. Donc à partir de là, est-ce que je sauvegarde uniquement mes documents? Est-ce qu'il y a un autre disque dur avec des données qui sont importantes? Est-ce que je sélectionne? Donc à partir de là, tout simplement, c'est qu'est-ce que l'utilisateur souhaite sauvegarder. Deuxième onglet, vous avez la partie restauration. Là, de la même manière, j'ai une vue, et donc j'ai déjà un historique de toutes les restaurations que j'ai faites, mais j'ai une vue donc des éléments que j'ai sauvegardés. Donc en admettant qu'ici j'avais un autre point de montage, et ben directement il apparaîtrait ici comme étant des éléments que j'ai au préalable sauvegardés. Donc à partir de là, ensuite je peux de manière granulaire tout simplement naviguer au niveau de ma sauvegarde et sélectionner l'élément à restaurer. Donc là par exemple, aujourd'hui j'ai fait quelques sauvegardes en plus, et à partir de là, on voit que le même fichier, il y a une partie versionning, et à partir de là, je peux restaurer ce fichier-là. À noter, parce que ça on a également souvent la question, ça arrive un peu plus tard, mais on a souvent la question, dans le cas où le fichier est encore présent et que je souhaite restaurer une autre version du fichier, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça écrase la version, ou est-ce que ça, tout simplement, ça restaure la version avec, on va dire, un numéro de version pour conserver les deux fichiers? Donc la réponse est la suivante, c'est que ça sauvegarde les deux fichiers. Ça va tout simplement mettre un flag original
à un fichier de manière à pas l'écraser, enfin, parce qu'on peut pas avoir deux fichiers avec le même nom sur un système Windows, Linux ou Mac. Donc tout simplement, ça le renomme, et à partir de là, j'aurai la possibilité de restaurer mon ancienne version en gardant également la version actuelle. Donc voilà, à partir de là, je retrouve l'état de la restauration avec les différents éléments que j'ai fait dernièrement. Ensuite, la partie paramètres. Donc là aussi, il faut pas avoir peur. On peut bien entendu forcer certains éléments. Là, l'utilisateur est, on va dire, assez libre, mais on pourrait très bien forcer et mettre des éléments en dur. Donc à partir de là, donc qu'est-ce que je peux définir? Je peux définir tout simplement on va dire un élément lié à la performance de l'ordinateur. Donc est-ce que je permets la sauvegarde lorsque le processeur est utilisé ou non, au niveau de la batterie, etc. Donc je peux faire différents éléments à ce niveau-là. Autre élément très intéressant, donc ce que j'expliquais, donc le versionning. Donc à partir de là, quelle est la fréquence de sauvegarde, quel nombre de versions je garde au bout d'une semaine, de 90 jours, des années précédentes, etc. Est-ce que j'efface les fichiers supprimés? Donc c'était également un point que j'ai évoqué et qui est quand même un point en fait qui à 2-3 ans n'existait pas et qu'on nous a tellement remonté que l'éditeur l'a implémenté. Donc est-ce que j'autorise ou non de restaurer les fichiers supprimés? À partir de là, comme je l'expliquais aussi, l'exclusion des noms des fichiers. Donc à partir de là, est-ce que c'est des expressions régulières? Donc à savoir que là, on est dans quelque chose de peut-être un peu complexe. Ceci étant dit, l'extension des fichiers peut être gérée au niveau de l'administrateur. Donc ça reprend un peu la question de monsieur de tout à l'heure, le rôle de l'administrateur. Donc typiquement, l'administrateur là va dire, bah voilà, j'autorise telle extension à être sauvegardée parce que c'est plus ou moins volumineux, parce que c'est plus ou moins pertinent. Donc à partir de là, libre à l'administrateur et à, je dirais, la politique de sauvegarde de l'entreprise de définir quelles sont tout simplement les extensions à sauvegarder ou à ne pas sauvegarder, et éventuellement des expressions régulières à ne pas sauvegarder également. Donc à partir de là, voilà, vous avez un certain nombre de paramètres. Donc ce que j'évoquais tout à l'heure, l'outil est rattaché donc à un profil. Donc à partir de là, si j'installe cette console-là sur un autre poste de travail et que je renseigne ce profil qui apparaît au niveau de l'utilisateur, il va retrouver ces informations, il va pouvoir effectuer sa restauration. Donc la possibilité de gérer, on va dire, un environnement multiposte utilisateur pour un même utilisateur. Donc à partir de là, également un point intéressant, c'est la partie également, c'est quelque chose en fait qui sur le coup est assez spécifique à CrashPlan et les autres outils de sauvegarde ne proposent pas cette fonctionnalité-là. C'est pour ça qu'en fait, on va dire, lorsqu'on est comparé à d'autres produits, lorsqu'on présente et lorsque cette fonctionnalité-là est demandée, on va dire on gagne facilement parce qu'en fait les autres produits ne le proposent pas. Donc là l'idée est très simple, c'est tout simplement de proposer et de limiter le débit de sauvegarde en fonction de ce que propose la bande passante, que ce soit en mode WAN ou en mode LAN. Donc à partir de là, possibilité de faire du QoS et toute cette partie-là. Donc là on va un peu plus loin au niveau de la configuration. Ceci étant dit, c'est quelque chose de très important. Donc comme je l'évoquais aussi, on a la partie historique. Donc à partir de là, l'utilisateur va savoir tout simplement tout ce qui s'est passé. Si toutefois il n'y a pas de sauvegarde, il va savoir ça va être remonté comme étant une erreur. Je l'ai pas encore, j'ai pas encore donné l'information, mais bien entendu qu'il est possible de faire de la notification à l'administrateur lorsqu'il y a des erreurs. Donc tout ça va permettre d'avoir un certain nombre d'informations directement rattachées à comment s'est passé ou s'est mal passé la sauvegarde. Et ensuite, le dernier point, au niveau de la partie, je dirais, console utilisateur, c'est la partie multisite. Donc à partir de là, j'ai qu'un seul ordinateur de configurer, mais comme je l'évoquais, il serait possible de, par exemple, sauvegarder cette information sur le poste de la maison, ou alors, parce que là on a fait un relationnel privé personnel avec le poste de la maison, mais ça pourrait très bien être un utilisateur qui dispose de plusieurs postes utilisateurs, et à partir de là qui fait de la sauvegarde entre ces différents postes, donc ce serait entièrement envisageable. Après, bien entendu, possibilité de définir un espace partagé, un montage NFS ou tout simplement un autre point de montage. Donc à partir de là, on peut bien entendu définir une source une cible locale. Et à partir de là, troisième élément, donc ce que j'évoquais, c'est la partie cloud. Donc possibilité de définir donc des clouds privés, des clouds publics, et directement il faudra le configurer à ce niveau-là.
à savoir que quand vous faites une installation en fait du serveur CrashPlan chez vous, ça apparaît comme étant, ça apparaît dans le cloud. Ceci étant dit, c'est rattaché purement à votre LAN, donc c'est purement interne. Ceci étant dit, la configuration se passe au niveau de la partie cloud. Voilà, petite information complémentaire. Donc, avant de passer à la partie, je dirais, console web, console d'administration et deuxième console utilisateur, je vais enlever la partie muette. Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à cette partie-là? Ou est-ce que c'est tout bon? Encore moi, une autre question. Je vous en prie. Là, c'est sur la sauvegarde des versions d'un même fichier. C'est là où je suis un peu interpellé. Quand on sauvegarde deux versions d'un même fichier, comment est-ce qu'on mémorise une version pour la restauration? Comment est-ce qu'on sait qu'on est en train de restaurer le bon fichier? Alors, ça, je dirais que c'est une problématique utilisateur, d'accord, tout simplement parce que, si vous voulez, ce qu'il faut savoir lorsqu'on restaure un fichier, c'est qu'il n'y a pas il n'y a pas la possibilité d'avoir une preview du fichier qu'on va restaurer. Donc à partir de là, oui, tout à fait. Donc il n'y a pas de preview malheureusement. Ceci étant dit, il peut très bien restaurer, et si ça lui convient pas, restaurer une version antérieure. Donc c'est justement pour la question qui est posée. Pourquoi sauvegarder vraiment diverses versions d'un même fichier? C'est ça qui est inquiétant pour moi à ce niveau-là. Parce que sur le temps, la mémoire flanche. Sur le temps, la mémoire flanche. Voilà. Typiquement, cette question rattachée à la partie versionning de la sauvegarde, là aussi c'est purement une politique d'entreprise. Donc l'entreprise souhaite faire du versionning ou l'entreprise ne souhaite pas en faire. C'est pas du tout une obligation. Ceci étant dit, dès qu'on parle de travail collaboratif, la plupart du temps, ce type de sauvegarde avec du versionning est mis en œuvre. Oui, je voulais en venir à ce niveau, bon, mais parce que sur les équipes projet, je ne sais pas ce que ça peut bien donner. Hein. À un moment, il faut être très très organisé. Après, ce n'est absolument pas une obligation. Hein. C'est vraiment pas une obligation. C'est vraiment, je veux dire, à la volonté de l'entreprise, je dirais, de permettre ou non le versionning. Oui, parce que pour nous, moi c'est intégrateurs. Hein. Donc pour nous intégrateurs, essayer de vendre une solution comme celle-là à une entreprise auprès d'un administrateur futé, c'est compliqué si vous ne nous donnez pas toutes les briques d'argumentation sur la solution. Alors, si vous voulez, on reviendra sur cette partie-là et je vous expliquerai un petit peu plus nous comment on voit la partie approche commerciale pour justement la partie vente. Si vous voulez, on aura une petite discussion en fin de présentation. D'accord. Donc là, est-ce qu'il y a plus des questions par rapport à ce que j'ai présenté jusqu'à là, c'est-à-dire la console utilisateur? Oui, j'ai une question, Omar, pareil. Oh, oui. Concernant je suis désolé, j'ai dû m'absenter quelques minutes, là j'ai loupé un petit morceau parce qu'il y avait une vraie urgence. Et j'ai une question sur globalement ce produit, là on parle de backup, de workstation, de station de travail. Mais est-ce que ce produit pourrait fonctionner et serait capable d'assumer des tâches de backup tout simplement d'un petit serveur de fichiers sous un OS serveur? Ce serait entièrement possible. En fait, ce qu'il faut savoir, la seule chose que vous ne pouvez pas sauvegarder avec ce fichier, ce système-là, c'est tout ce qui est système ou base de données. Enfin. D'accord. Oui, non, je vais pas jusque là. Hein. Je parle simplement de fichiers, de serveurs de fichiers, hein, purement. Ce serait possible. Ce serait possible entièrement. Ouais. Au niveau compatibilité, il y a aucune limitation au niveau OS serveur. Ça pose pas de souci. Je pourrais ajouter peut-être une remarque sur cette question. Quand on ne peut pas sauvegarder certains types de fichiers en entreprise, ça veut dire que l'entreprise devrait avoir plusieurs systèmes de sauvegarde. Moi, est-ce qu'on ne sauvegarderait pas des bases de données à partir d'un équipement sur lequel on a investi? Donc après, en fait, ce qu'il faut voir en entreprise, c'est en fait, il faut bien dissocier deux types de sauvegarde qui sont complémentaires et qui sont toutes les deux très importantes. D'une part, la sauvegarde
de données, je vais dire personnelles, mais je pourrais parler de données d'entreprise, et d'autre part les données rattachées à des systèmes. Et effectivement, la manière de gérer ces sauvegardes-là ne peut absolument pas être identique, parce que ça se manage absolument pas, ça ne se gère absolument pas de la même manière. Et je vais même aller plus loin, en principe ce ne sont même pas les mêmes équipes entre guillemets qui gèrent cette sauvegarde-là. Là, je suis d'accord avec vous. Hein. Moi, c'est par rapport, parce qu'il y a, par exemple, un outil natif chez Microsoft qui est NT-Backup, par exemple. Lui, il ne fait pas de tri. Ouais. Alors, ça, typiquement NT-Backup, pour l'avoir utilisé, hein, je connais très bien, NT-Backup pour de la sauvegarde d'OS, c'est très bien. Mais par contre, pour de la sauvegarde de fichiers plats, pour moi, c'est... Enfin, demander à un utilisateur d'utiliser NT-Backup, si vous voulez, il va juste pas y arriver, quoi. Non, mais l'utilisateur pas. Ça, c'est... Moi, je suis toujours sur la problématique d'entreprise où il y a un administrateur. Hein. Je suis d'accord avec vous qu'au côté utilisateur, où il peut faire sa sauvegarde sur son poste de travail, il n'y a pas de souci. Moi, la limite de l'outil maintenant, où on a plus besoin des outils intégrés. Parce que NT-Backup, il a plus de 20 ans, serve pareil, et continue à fonctionner, mais intègre les nouvelles évolutions. Alors après, juste pour rebondir, et après je vais quand même passer sur la deuxième partie de la présentation, histoire que tout le monde puisse voir, et puis on reprendra tout ce qui est question à la fin sans aucun souci. Une petite question, s'il vous plaît. Peut-être que vous avez abordé la question, mais peut-être pendant mon absence. Juste une question sur les fichiers ouverts. Style un fichier PST d'un Outlook en cours de fonctionnement. Qu'est-ce qui se passe avec l'outil? Est-ce qu'il prend une empreinte de fichier ouvert? Est-ce qu'il zappe le fichier ou est-ce qu'il bug Alors, je sais qu'en fonction des fichiers, ça fonctionne avec ce qu'on appelle la shadow copy là. Oui. Est-ce que Frank, tu es là? Est-ce que tu t'es connecté, Frank? Est-ce que tu m'entends? Oui. Frank? Oui. Tu m'entends? Est-ce que t'as noté là? Est-ce que t'as entendu la question? Non. Alors Frank est notre consultant expert sur la solution pour justement ces questions un peu sur les fichiers ouverts. Oui, c'est intéressant. C'est une question qui est intéressante. Alors Frank, la question est la suivante. Oui, si c'est possible de faire un sauvegarde dans un fichier ouvert. Et la question c'est plus précisément sur un PST, donc un fichier Outlook. Bon. Je suis pas sûr que ça dépend si l'application est compatible avec le shadow copy. Ouais, c'est effectivement la réponse que j'ai apportée. Ceci étant dit, si c'est quelque chose d'important, je pourrais avoir la réponse rapidement. Là, pour pas vous dire de bêtises, je préfère prendre le point et revenir vers vous typiquement pour ce fichier-là. Ce que je sais, c'est qu'en fonction des fichiers, des fois c'est bon, des fois c'est pas bon. Je peux rajouter que généralement, ça ne pas conseillé de donner des fichiers qui sont ouverts. D'accord. Okay. J'ai pas compris. Alors ce qu'il disait, parce que là je sais pas, ça fait un peu écho quand tu parles Frank, oui. Ce qu'il disait c'était que c'était pas conseillé de sauvegarder les fichiers qui étaient ouverts. Voilà. Ah oui, c'est pas conseillé, c'est pas conseillé du tout. Oui, c'est jamais conseillé nulle part, mais bon, c'était la question de savoir s'il existait un procédé de shadow qui permettait d'avoir une copie au cas où. Alors, c'est vrai que les utilisateurs ont la fâcheuse tendance à quitter leur poste pour descendre des applications ouvertes. C'est à ce moment-là qu'il y a un crash. C'est souvent comme ça que ça se passe, effectivement. Donc en fait, c'est une histoire de compatibilité avec le mode Shadow Copy proposé nativement dans Windows. Hein. Donc à partir de là, je vais appeler mon correspondant chez l'éditeur et je vous a... On peut avoir la réponse plus tard, hein, c'est pas à la minute. Hein. C'est pas à la minute, s'il vous plaît. N'hésitez pas à revenir vers nous, on aura la réponse sans aucun souci. Merci beaucoup. Alors, ce que je vous propose maintenant, je vais repasser en mode mute et je vais vous montrer deux autres consoles d'administration, encore une côté utilisateur et une seconde côté, sur le coup, administrateur. Et puis, suite à ça, n'hésitez pas, il y aura du temps également pour les questions, s'il y a encore des questions. Donc, je repasse en mode mute.
Donc, jusqu'à présent, je vous ai montré donc directement une application que je vais qualifier d'application lourde installée directement au niveau du poste client. Ceci étant dit, il y a une deuxième possibilité d'accéder, on va dire, à ce niveau d'information avec plus ou moins les mêmes possibilités en fonction, on va dire, de la configuration et des droits que l'on, on va dire, offre à l'utilisateur. C'est la partie web. Donc, à partir de là, vous allez pouvoir, enfin quand je dis vous, c'est l'utilisateur va pouvoir directement se connecter en mode interface web. Alors, Alain, oui, c'est bon. Il va pouvoir directement se connecter en mode interface web et à partir de là retrouver un certain nombre d'informations qui sont notamment son tableau de bord. Si jamais la sauvegarde est en cours, il va pouvoir avoir tout simplement le trafic entrant et le trafic sortant. Il va pouvoir avoir également une vue sur ses périphériques qui sont configurés avec l'outil de sauvegarde. Je ferai tout à l'heure une petite parenthèse sur un deuxième élément important, mais pour le moment, c'est pas forcément le sujet principal. L'abonnement, on va le laisser de côté parce que c'est une deuxième solution, c'est en relation avec ce que je viens juste de vous dire. Et après, il va se retrouver avec mon profil avec tout simplement les fichiers restaurés et un certain nombre d'éléments. Et en fonction, en fait, des droits qu'il a, la possibilité également d'accéder directement à certains éléments et notamment, ce qui peut être intéressant en fonction des droits qu'il a, c'est la possibilité de restaurer depuis le mode web directement ces fichiers. Donc ça, c'est également une possibilité, ça correspond à un rôle spécifique, et il va pouvoir, si bien entendu il a les droits, pouvoir faire de la restauration directement depuis la partie web. Donc là, ça se présente comme ça. Donc au niveau de la sauvegarde, ici, il a tout simplement la possibilité, encore une fois, faut-il qu'il ait le droit de pouvoir restaurer ces informations. Donc ça, c'est pour la partie post-client, donc je dirais que c'est la deuxième façon d'accéder à un certain nombre d'informations rattachées à l'utilisateur. Maintenant, ce que je vous propose, donc ça je le mets de côté, on pourra y revenir s'il y a des questions juste après. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'avoir un peu une vue quand même sur la partie administration, parce qu'on aime bien aussi voir à quoi ça ressemble. Donc là, je me suis connecté en tant que super administrateur. Et donc en tant que super administrateur, j'ai accès à toutes les informations rattachées à la solution. Les informations qui sont bien entendu déjà le nombre de licences que j'ai et qui sont distribuées aux utilisateurs. Donc à partir de là, je peux avoir une estimation de si jamais il va me manquer des licences ou on va dire tout simplement l'état de mes licences, si elles arrivent à expiration ou pas. Donc j'ai une vue sur mes licences, j'ai une vue sur mon utilisation, donc combien de gigas sont utilisés, quels sont on va dire les fréquences de sauvegarde et les fichiers restaurés, quelles ont été la quantité en gigaoctets ou en mégaoctets, ça dépend après comment on souhaite graduer la chose, la taille des fichiers qui ont été restaurés. Donc à partir de là, on a la possibilité d'avoir des indicateurs sous forme de statistiques, de graphiques directement à ce niveau-là. Autre point que j'avais évoqué, donc je vais me reconnecter parce que ça faisait un petit moment que je m'étais logué, donc voilà, donc je me reconnecte et donc j'arrive sur l'organisation. Donc l'organisation, c'est tout simplement, ça correspondrait pour je dirais pour un revendeur, un intégrateur, à un client. Donc l'organisation par défaut, donc ça pourrait être un client directement, et à partir de là, je lui rattache des licences utilisateurs, je sais combien de partages sont rattachés à cette organisation, je me retrouve avec un certain nombre de rôles, etc. Donc je peux gérer moi-même, en tant qu'administrateur global, les rôles que j'attribue aux clients. Donc les clients ensuite vont pouvoir se connecter à une interface leur permettant directement, eux, d'avoir accès uniquement à leur organisation à eux, et non pas à toutes les organisations telles que ça serait le cas avec ce compte utilisateur. Donc à partir de là, je me retrouve directement avec la possibilité de gérer toute cette partie-là. Pareil côté utilisateur, donc je me retrouve avec tout simplement tous les utilisateurs qui seront après gérés en fonction des organisations et avec le stockage qu'ils utilisent. De la même façon, je me retrouve avec voilà, tous les périphériques rattachés aux utilisateurs et quels sont les périphériques les plus utilisés. Dans le cas où on aurait différentes organisations, bien entendu, si je me connecte avec un compte admin d'une organisation, il ne verrait que les utilisateurs de son organisation, il ne verrait que les périphériques de son organisation. De la même façon, j'ai la possibilité directement ici de rajouter des points de stockage si je dispose de plusieurs espaces pouvant faire office de points de stockage.
À partir de là, après, je me retrouve un petit peu avec, on va dire, tout ce qu'on a l'habitude de voir au niveau d'un, on va dire, d'un serveur d'administration, avec tout ce qui est notification, les adresses d'email pour les notifications, les alertes, la sécurité, la possibilité notamment de rajouter des serveurs LDAP, des espaces de stockage. Donc après on se retrouve un peu avec tous ces éléments-là. Donc comme je disais, la possibilité de rajouter des forêts AD ou directement des annuaires LDAP, pardon, je vais y arriver, la possibilité de rajouter des rôles utilisateurs. Donc après on se retrouve vraiment avec toute la partie et toute la possibilité d'administrer très finement la solution. Et bien entendu, l'idée sur ce type de solution, c'est que c'est une solution évolutive. Donc vous avez la possibilité de faire les upgrades, parce que bien entendu, il y a des mises à jour, il y a des fonctionnalités qui sont ajoutées directement au niveau de cette interface d'administration. Et vous avez la possibilité, dans le cas où des licences vous manquent et où vous souhaitez rajouter des licences, de pouvoir directement rajouter des licences à ce niveau-là. Je fais une toute petite parenthèse sur SharePlan. Alors SharePlan, pour faire très simple, ça correspondrait à un Dropbox privé. Et en fait, pourquoi j'ai pas parlé des abonnements? Parce que ça peut peut-être être une question, pourquoi ce monsieur ne parle pas des abonnements? Parce qu'en fait, les abonnements sont tout simplement rattachés au produit SharePlan. Donc le produit SharePlan, c'est un Dropbox privé qui vous permet de faire du partage d'informations entre postes de travail et tout ce qui est tablette, smartphone, etc. de la même façon. Et les abonnements, donc typiquement, sont rattachés à la partie SharePlan. Donc voilà un petit peu pour l'overview de la partie console d'administration. Donc je vais enlever la partie mute, voilà. Et donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous écoute. Une question basique, ça coûte combien? Je parle en termes publics juste pour fixer les idées. Est-ce que c'est des licences à l'unité, des licences par pack? Comment ça fonctionne? Alors, c'est des licences par utilisateur, d'accord. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Alors après, je sais, honnêtement, je sais pas si utilisateur ou pas utilisateur, mon collègue aurait mieux pu le dire que moi qui est rattaché à la partie commerciale. Par contre, ce qui est intéressant, et là je pense que ça peut vous faire plaisir, c'est que vous allez pouvoir attacher plusieurs devices. Alors quand je dis device, ça peut être workstation, ça peut être tablette, smartphone, etc. avec la même licence. C'est-à-dire qu'un utilisateur, s'il a un poste, une tablette et un téléphone, ça ne coûtera qu'une seule licence. Voilà. Donc ça c'est... Et la limite des devices? C'est 4. Pour pas dire de bêtises, c'est 4. Voilà. La limite c'est 4 par utilisateur. Et pour vous donner un autre exemple, vous avez 2 utilisateurs. Vous avez un utilisateur qui en a 6 et le deuxième il en a uniquement 2. Ça vous coûtera que 2 licences. Donc après je dirais que... Voilà, après ça peut se confondre. Si vous voulez, ce qui compte, c'est le nombre de devices au final. D'accord. Et ça marche pas par user, ça marche par device. Alors ça marche par user, ceci étant dit, au niveau du nombre de users, le nombre de devices peut différer et se confondre. Tout à fait, ça j'accorde. Par contre, pour bien préciser, vous avez 2 utilisateurs, donc il y aura forcément 2 licences. Ceci étant dit, un utilisateur pour avoir 6 devices et l'autre pour en avoir que 2. Du moment que ça dépasse pas les 8, c'est bon. D'accord. 4 par utilisateur. Et donc là, c'est quand c'est le revendeur qui gère les licences, qui a la console. C'est exactement ça. De notre côté, on n'aura pas cette partie-là. D'accord. Aujourd'hui, on ne fait pas office de, on va dire, on ne fait pas du stockage. D'accord. D'accord. Ce qui veut dire globalement qu'un revendeur peut attribuer la même licence à 2 users. Non, parce que ce sera 2 utilisateurs. Ah d'accord. Ça se voulait parler en termes de nombre de devices. Alors, voilà, c'est justement pour bien comprendre, parce que c'est quand même important. En fait, la licence se fait par utilisateur. Ceci étant dit, vous avez la possibilité d'avoir 4 devices pour chaque licence utilisateur, pour faire simple. C'est-à-dire que si un utilisateur a 7 devices, et ben ça fera qu'une, et que le deuxième en a qu'une seule, du moment que ça dépasse pas les 8, ça se comprend mieux. Et ben à partir de là, ça fera que 2 licences, mais il n'y en aura quand même que 2. D'accord, là ça se comprend mieux. Que devient la licence lorsque un poste de travail donné est affecté à un autre user?
Alors ça honnêtement... Le départ par exemple d'un salarié d'une entreprise, remplacé par un nouveau salarié, ce qui est une licence nominative au nom de l'utilisateur. Non, elle n'est pas nominative, vous pourrez la récupérer et la redistribuer. Vous pourrez valider ça, je laisserai valider ça par la partie, par mon collègue Ilyes, qui lui a rattaché la partie commerciale, mais au niveau technique, c'est comme ça que ça se passe. C'est ça. Ilyes, il est généreux, il donne tout. Typiquement pour toutes ces questions, je peux vous confirmer que la façon d'attention de licence est en fait indépendante nominative du compte utilisé pour la sauvegarde. D'après ce qu'on passe, tous les données sur le serveur crashant, on libère la licence. Alors Frank, juste pour ton information, tu dois également avoir le micro de ton poste qui doit être allumé. Donc tu dois te mettre en mute côté workstation et activer uniquement ton micro casque, sinon là en fait ça c'est pas très compréhensible. On n'entend rien du tout. Exactement. Donc mets en mute le micro de ton poste. Et au moins tu nous apporteras la bonne réponse. Parce qu'apparemment tu as déjà la réponse. J'ai pas bien compris la réponse effectivement. Je vous rassure, moi non plus je l'ai pas bien compris parce que ça y a un écho, donc il y en a pour une petite seconde, il va mettre en mute. Oui, ça va nettement mieux. Ok, très bien. En fait, la commission de licence est basée sur la présence des données sur le serveur de stockage. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle façon de travailler dans l'entreprise et l'ancienne façon à sortir. Oula, ça c'est pas bon. Que vous supprimez tous les données, la licence est libérée. C'est le son. C'est bon, c'est clair moi si j'ai bien compris, c'est côté serveur de stockage, on libère une licence lorsque un utilisateur ne s'en sert plus. Alors en fait c'est un poil plus, alors pas plus compliqué, mais en fait il y a une considération à prendre, c'est le fait que en fait pour libérer la licence il faut plus qu'il y ait les données de l'utilisateur qui ont été précédemment sauvegardées, il faut plus que ces données soient présentes au niveau du serveur. D'accord. C'est ça hein, Franck, si j'ai bien compris. Tu confirmes? Oui. Ouais, ok, c'est bien ça. Donc en fait, pour libérer la licence, il faut libérer toute la partie sauvegardée de l'utilisateur. D'accord. Ce qui me paraît logique. Effectivement. Ok. Les licences, lorsqu'on fait un upgrade chez un client qui par exemple rapidement a besoin de, je sais pas, de 2 nouvelles licences, c'est quoi? C'est une nouvelle clé insérée? Comment ça se passe dans la pratique? Alors dans la pratique en fait chaque instance de code, d'une instance serveur dispose d'une master key, donc à partir de là vous nous donnez votre master key, donc en gros votre clé principale, et nous à partir de cette clé principale on va savoir combien vous avez de licences, on va pouvoir vous faire l'upgrade pour ajouter les 2 licences, on va vous renvoyer une licence et vous allez rentrer cette nouvelle licence et vous aurez vos 2 licences supplémentaires. D'accord. Est-ce qu'il y a des versions NFR pour nous revendeurs? Vous avez la possibilité d'avoir, Flank tu me confirmes parce que c'est plus toi qui traite ça, mais je dirais que oui vous avez la possibilité d'avoir des clés NFR. Alors excusez-moi, je crois qu'il y a 2 personnes qui ont... Pardon, je vais peut-être parler en même temps que quelqu'un d'autre. Comment est-ce qu'on peut faire pour avoir une version d'évaluation du produit? Alors le mieux c'est que vous m'envoyez un petit mail et puis à partir de là je vous donnerai toutes les informations qui vont bien, même un accompagnement à la configuration, à l'installation si nécessaire, donc il faut juste qu'on prenne contact. Donc moi pour ma part je laisserai donc Elvire, tu me confirmes que tu as les différentes adresses mail des différents participants de manière à ce qu'on puisse vous communiquer la présentation et les contacts en fonction des demandes, parce que bien entendu les demandes commerciales c'est pas les mêmes personnes qui vont les traiter que les demandes techniques.
Pour information, c'est vrai que moi j'ai été impoli, je me suis pas présenté en début de webinar, donc pour ma part je suis Joris Faure et je suis le directeur technique pour Cerberus. Donc après je saurai vous mettre les bons interlocuteurs pour répondre à toutes vos questions. Enchanté. Voilà. Merci. Enchanté de même. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions complémentaires sur cette partie-là, enfin sur la partie crash plan? Allô? Oui, j'aurais une question. Oui, bonjour. Bonjour, Philippe. Je suis confronté dans plusieurs petites entreprises, des clients donc je suis revendeur, D'accord. des clients qui utilisent Dropbox, Oui. mais qui l'utilisent en tant que sauvegarde, entre parenthèses, on va dire. Ah, effectivement, c'est Alors, pas... là, j'ai pas trop d'arguments, parce qu'en plus, comme c'est pratiquement gratuit maintenant. Exactement, et ça va pas aller en s'améliorant, ce qu'à savoir que Dropbox a été racheté par Microsoft, Enfin, je donne l'information si jamais vous ne l'aviez pas. Ah non, je ne savais pas ça. Dropbox a été racheté par Microsoft, donc après qu'est-ce qui va se passer alors je pense que ce qui va se passer entre Dropbox et OneDrive, il va y avoir le marketing qui va passer par là et qui va peut-être nous sortir un nouveau nom. Ceci étant dit, voilà, ça a été racheté, donc après je sais pas trop comment ça va se passer par la suite. Ceci étant dit, pour répondre à votre question, effectivement, Dropbox n'est pas un outil de sauvegarde, même si ça peut être vu comme ça en fonction, on va dire, du nombre de documents à sauvegarder, en fonction de la taille de l'entreprise. Vous avez déjà tout dit, c'est pas un outil de sauvegarde, il faut insister dessus, il faut même pas donner d'autres explications. On ne peut pas restaurer à partir de Dropbox, on peut que copier. Donc, Alors, la problématique avec Dropbox, si vous voulez, c'est que si jamais, alors déjà, je vais peut-être dire une bêtise, mais pour moi, il n'y a pas de versionning sur Dropbox. Après, je peux dire une bêtise, je suis pas l'expert Dropbox. non, il n'y en a pas. Donc voilà, j'étais assez proche de la vérité, donc il n'y a pas de versionning, donc déjà premier élément peut-être à mettre en avant. Deuxième élément, donc alors après c'est vrai que la continuité de service de Microsoft, alors de Dropbox / Microsoft, reste quand même assez intéressante avec un SLA proche de 99% de continuité de service. Ceci étant dit, une fois par an, voire 2 fois par an, il y a des problèmes. Donc après, tant que vous n'êtes pas dans le problème, c'est bien. Et le jour où vous êtes sur le problème, vous perdez les données. Il n'y a pas de réclamation. D'ailleurs, il faut insister dessus, parce que légalement, nous ne sommes pas propriétaires de nos données sur Dropbox. Alors, en fait, c'est quand même à nuancer. C'est vrai. Je vous comprends parfaitement, j'ai été brutal en le disant. Ce qui veut dire simplement que quand il y a crash Dropbox, vous ne pouvez pas demander de restaurer vos données. Alors en fait, si vous voulez être crédible avec votre client, il faut absolument expliquer que c'est pas une solution professionnelle et que c'est assez risque et péril. Donc c'est parce qu'on a le client en lui disant qu'il y a des espaces de stockage dits professionnels et le reste qui est grand public et qui ne sont pas tout à fait les mêmes choses, les mêmes en dehors du versionning, il y a tout simplement la pérennité des données qui sont dedans, qui sont absolument pas garanties. Alors le deuxième élément très important, alors après je sais pas si vous avez suivi un petit peu une actualité plutôt chaude en ce moment avec les déclarations de Snowden autour de la confidentialité des données, etc. etc. Ceci étant dit, je ne sais pas quelles sont les données qui stockent, si elles sont confidentielles ou non, mais à savoir que toute personne utilisant un système dans l'entreprise et a le siège ou a on va dire des stockages aux US a la possibilité de consulter les données. Donc après, je ne sais pas du tout quel type de données c'est. Forcément, si c'est pas confidentiel, cet argument n'est pas valable. Ceci étant dit, si c'est des données plutôt confidentielles, secret professionnel, peu importe qu'est-ce que c'est, légalement ça peut être interdit de le stocker sur du Dropbox, premièrement. Et deuxièmement, si c'est confidentiel et que ça provient un peu de la partie développement, etc., recherche et développement, à savoir que ça pourrait très bien arriver dans les bras de personnes qui ne devraient pas avoir en possession de ce document. Du meilleur des concurrents. Alors là je suis un peu voilà, là c'est dans la pire des catastrophes. Ceci étant dit, c'est déjà arrivé. Voilà. Donc je sais pas si j'ai plus ou moins répondu à votre question. Ceci étant dit, ça veut dire, mais aussi on peut après si on fait un cloud privé, on va passer par internet, donc on a aussi des risques de se faire pirater autant que Dropbox.
Pas vraiment, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes problèmes. Je dirais que c'est pas du tout les mêmes problèmes, parce que le problème de Dropbox, je dirais que c'est pas fatalement le piratage, parce que bon, Dropbox, Microsoft, etc., ils ont quand même une certaine infrastructure derrière, et c'est heureusement que ça se pirate pas comme ça. Ceci étant dit, la possibilité de récupérer les données par les entreprises américaines / par le gouvernement américain, il n'y a pas besoin de piratage, hein. Il suffit qu'ils rentrent dans les clous et qu'ils veuillent le prendre, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Ceci étant dit, d'un point de vue effectivement, comme vous l'avez bien souligné, avec un cloud privé, dans le cas où on sort, on va dire, de ce cloud privé et qu'on passe par du WAN, voire Internet, vous avez des possibilités de sécurité avec la partie cryptage des données que j'ai évoquée en début de webinaire. Vous avez une deuxième possibilité, c'est le fait également d'utiliser du HTTPS pour crypter les informations d'authentification. Donc ceci étant dit, après il faut vraiment que la personne veuille vous pirater pour s'attaquer quand même à ces deux briques-là. Après, ce qu'il faut bien savoir également en informatique, c'est qu'une personne qui veut vous pirater, elle vous piratera. Si jamais elle veut vraiment le faire, elle y arrivera. Ceci étant dit, il faut que le jeu en vale la chandelle. Et effectivement, les deux moyens que j'ai évoqués avant sont des moyens pour justement, je dirais, empêcher cette partie-là. Okay. Ceci étant dit, Shareplan reprendrait parfaitement d'un point de vue entreprise ce que fait votre client avec Dropbox, avec la même possibilité sur les smartphones ou sur les tablettes, avec la même possibilité au niveau du poste client, que ce soit Mac, Windows, etc. Ça serait exactement la même chose, mais en version entreprise, avec la possibilité d'avoir un tableau de bord, de gérer les utilisateurs, de gérer les quotas, de faire tout ça de manière professionnelle. Après, la seule grande différence, c'est le coût, quoi. C'est après effectivement après on va dire ce qui drive un peu plus les petites entreprises, c'est effectivement le coût attaché à tout ça. Et là-dessus, je les comprends entièrement également. Après, si vous voulez avoir une idée, n'hésitez pas à envoyer un mail à Ilias que vous aurez encore donné suite à l'envoi du mail par Elvire. N'hésitez pas, au moins vous aurez au moins une idée. J'ai aussi d'autres entreprises qui ont mis en place avec des NAS, vous savez, il y a deux NAS, un NAS à l'entreprise et puis un NAS au domicile du patron, par exemple. Exactement. Est-ce que CrashPlan, lui, moi, je peux arriver en disant, voilà, c'est mieux, il y a ça, des arguments, quoi. Après, ce serait exactement ça, en fait, au lieu de faire une réplication, parce que je suppose que la réplication, elle se fait directement de NAS à NAS. Oui, c'est ça. Comment ça se passe? J'imagine que c'est ça. Là, l'idée, ce serait de effectivement partir sur une solution professionnelle. Alors, je sais pas après si c'est des NAS Synology ou autre chose, hein, c'est très pro. Et ce que je veux dire par là, c'est une solution centralisée professionnelle. Et à partir de là, ça pourrait parfaitement remplir le même fonctionnement, mais de manière centralisée. Vous pourriez très bien avoir le même fonctionnement. Donc avoir la copie des informations au niveau des deux NAS. Ce serait entièrement envisageable. Mais CrashPlan, lui, il fonctionne pas tout à fait pareil, c'est ça que vous voulez dire. On est moins centralisé. Alors, CrashPlan, c'est donc la solution est centralisée. Vous avez derrière, on va dire, la gestion des utilisateurs. Parce que là, ce qui se passe, c'est que je suppose, j'imagine, hein, je peux me planter, j'imagine que comment ça se passe, c'est que les utilisateurs, vous avez donc tous les utilisateurs qui stockent sur le premier NAS, et de manière cyclique, hebdomadaire, je ne sais pas trop tous les combien, oui, c'est ça, côté HotNAS, voilà. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, avec CrashPlan, le fonctionnement est différent, c'est qu'en fait, vous allez avoir donc votre serveur CrashPlan, et à partir de là, ça va être du pratique simultané sur les deux NAS. Donc c'est vraiment une notion de multisite en mode instantané. Oui. C'est différent, c'est pas la même approche. D'accord. Mais je dirais qu'après, l'espace de stockage, ça peut être les deux NAS sans aucun souci. Après, c'est la manière d'arriver à cette partie sauvegarde qui va être différente. D'accord. Donc très bien, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à tout ce qui a été évoqué, sur tous les points évoqués sur ce webinaire? Non, pas spécialement. Il faudrait vraiment jouer avec l'outil pour peut-être déclencher d'autres questions.
Eh ben, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est la meilleure façon de s'en faire sa propre idée. Donc n'hésitez pas, Elvire va vous faire parvenir le mail avec la partie présentation. Elle mettra également les coordonnées pour la partie technique. N'hésitez pas à nous contacter. On vous fournira des versions d'évaluation. Puis éventuellement, si après vous êtes intéressé et que vous trouvez un intérêt à cette solution, chose que j'espère vraiment, on peut partir après sur un fonctionnement avec IDNFR sans aucun souci. NFR, ça veut dire, je sais pas ce que ça veut dire. Not for resale. Voilà, exactement. Ok, merci. En gros, c'est des clés qui vous permettent, alors déjà de faire de l'utilisation interne, c'est le premier avantage, et deuxième avantage, ça vous permet de faire des démonstrations, éventuellement chez les clients. L'idée de fond, c'est ça, c'est de pouvoir utiliser l'outil pour pouvoir bien l'adopter, pour pouvoir bien le présenter, voire faire des présentations. Ok. Et ça, on vous contacte et puis on a les clés. Alors, dans un premier temps, comment ça se passe dans un premier temps en fait, on vous met, en fait, il y a une version de démonstration de X jours pour tester la solution. Et après, si vous avez un réel intérêt avec la solution et que vous souhaitez aller plus loin et on peut travailler ensemble, effectivement, par la suite, on peut basculer sur un système de NFR sans aucun souci. C'est comme ça que ça se passe en principe. Merci Joris, très bonne fin de journée. Merci pour la présentation. Merci à tous en tout cas pour votre participation. Et puis n'hésitez surtout pas si vous avez la moindre question et si vous souhaitez aller plus loin, ce sera avec grand plaisir. Merci encore. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci messieurs dames, au revoir. Bonne fin de journée, au revoir. Au revoir. Merci.